un sujet qui est donc cloud et droits de l'homme, et vous me direz pourquoi associer ces deux réalités très différentes, l'une qui est une réalité technologique, économique, et l'autre qui est une réalité philosophique et politique, et donc pourquoi associer ces deux sujets dans la même table ronde. Alors tout simplement parce que le cloud computing est au-delà le numérique, irrigue nos vies personnelles et professionnelles, on le voit tous les jours, et on ne peut donc pas résumer le cloud computing uniquement à un sujet purement technique. Et puis parce que également le cloud computing est aujourd'hui une réalité politique incontournable. Alors on le voit quand les États, ou quand certains États cherchent à interdire les accès VPN pour donc contrôler les accès au cloud. On le voit aussi lorsque certains États essayent de promouvoir des offres souveraines. Et donc on voit bien que la politique finalement envahit ce sujet technologique et économique au départ. Voilà, donc il nous semblait important de conclure cette journée par cette table ronde, par cette mise en perspective, et je pourrais presque dire par ce supplément d'âme qu'on va essayer de vous apporter. Donc je remercie nos 4 intervenants d'avoir accepté de relever le défi. Donc vous admirerez aussi la parité de cette table ronde, ce qui sur un sujet technique et technologique n'est pas forcément toujours évident. Voilà. Donc Geneviève Boucher, merci. Vous êtes futurologue, blogueuse, chef d'entreprise. Vous présidez également l'atelier État Plateforme du Forum Athéna, qui est partenaire de cette journée. Coralie Héritier, vous dirigez iDynamic, anciennement Open Trust, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et donc vous êtes une spécialiste de l'identité numérique, tant d'ailleurs du côté des usages business que des usages citoyens. Et donc vous nous parlerez notamment de cet aspect-là. Jean-Marc Grémy, vous êtes président du CLUSIF, qu'on ne présente plus, le Club de la sécurité informatique français, et vous êtes également consultant spécialisé sur les questions de cybersécurité. Et puis enfin Jean-Marc Bourguignon, alors vous vous présentez comme hacker et activiste, activiste avec un H. Donc vous avez été impliqué dans de nombreuses ONG, dans le mouvement également Télécomics, il y a quelques années. Et vous avez récemment fondé une association dont vous nous parlerez, Nothing to Hide, qui milite donc pour apporter un certain nombre de moyens technologiques à des journalistes notamment, ou à des militants qui connaissent dans leur pays un certain nombre de difficultés. Voilà, donc pour aborder ce sujet, je vous propose de procéder en 4 temps, 4 questions. La première question étant de façon toute simple, finalement, l'accès au cloud computing est-il un droit de l'homme? Donc on sait notamment que l'accès à Internet est aujourd'hui considéré comme faisant partie des droits de l'homme. On a un certain nombre de textes qui le disent. Et la coupure d'ailleurs d'Internet est aujourd'hui reconnue comme une entrave et quelque chose d'illégal. Et donc toute la question, c'est de savoir, le cloud computing est-il réellement, fait-il partie de ces droits? Et si oui, quels sont les éléments constitutifs? Est-ce que c'est l'accès au cloud computing? Est-ce que c'est le cloud computing lui-même? Est-ce que c'est l'identité qui permet d'y accéder? Peut-être Coralie pour cette première question. Merci Guillaume, bonjour à tous. Alors déjà pour commencer, je vais aborder le sujet avec beaucoup d'humilité parce que, pour être très clair, je ne suis pas sûre que quiconque ici ait une réponse à la question. Je pense qu'on a des éléments de réponse, des éléments de réflexion. Tu parlais de philosophie. Et donc sur un sujet comme ça, j'avais envie de me mettre derrière les paroles d'un grand homme. Ça aurait été intéressant de savoir aussi ce qu'il pense du sujet aujourd'hui. Donc Victor Hugo, il disait que la liberté commence là où l'ignorance finit. Et donc, je trouve que cette phrase, elle est évidemment toujours très actuelle dans un monde où finalement la donnée, l'information, et le cloud computing permet de développer ça, l'information se déploie. Voilà, il y a profusion d'informations, ce qui est en effet un début de liberté supplémentaire pour les personnes. Et donc, c'est pas pour rien qu'on essaye justement de déployer le plus possible les technologies auprès de toutes les populations pour ça. Et alors, donc, une liberté grâce à l'accès aux informations, mais une liberté aussi d'avoir accès à des données, mais des données que certains proposent, certains offrent, certains parfois mettent en pâture aussi.
on peut le dire. Et ces données-là, pour les protéger, en effet, la question de l'identité, pour protéger finalement cette propriété qui est la donnée personnelle, la notion d'identité numérique est assez fondamentale. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui œuvrent, et notamment dans Exatrust, mais aussi de grands industriels du domaine sur l'identité. Donc on en parlera peut-être un petit peu plus en détail derrière, mais en effet, l'identité dans le cloud, c'est peut-être un peu un garde-fou, déjà, pour commencer. Mais malgré tout, cette identité, elle doit être organisée et proposée par certains États. Il y a Facebook, Guillaume Poupard le disait ce matin, finalement Facebook, Google proposent des identités qui sont pas forcément, qui peuvent être assez sûres si Facebook ou les GAFA le veulent. Donc il y en a qui proposent des identités. Maintenant, la liberté et puis les droits de l'homme, c'est aussi d'avoir le choix. Donc le caractère essentiel de l'identité et puis les éléments clés de cette identité, ça va être de proposer un choix sur la bonne façon de donner une identité et puis de la proposer aux citoyens. Merci Coralie. Le droit au cloud computing, c'est d'abord le droit à l'accès au cloud computing. On en parlait tout à l'heure, il y a quand même une partie de la population, y compris en France, qui n'est pas connectée. Je crois qu'on a 12% des Français qui aujourd'hui sont totalement absents du numérique. Alors Geneviève, est-ce que le premier élément, finalement, le premier droit de l'homme, c'est pas d'abord l'accès au numérique, donc en gros la connexion Internet, tout simplement? Alors moi je vais faire une réponse de futurologue. Les futurologues, ils travaillent à 30 ans, 60 ans, 90 ans, 120 ans. Donc je ne vous réponds pas sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Vous allez mettons-nous à 30 ans. Au moins 30 ans, voilà. Et si vous voulez, quand vous placez le phénomène numérique dans ce que l'on connaît aujourd'hui de l'histoire qui nous concerne, on arrive à monter à 60 millions d'années quand même, donc on commence à avoir un peu de... Voilà. C'est une étape extraordinaire. C'est une étape qui est d'une amplitude pour ce qui est de l'espèce humaine plus complexe que la sédentarisation et qui nécessite pourtant un niveau d'adaptation du même ordre de grandeur. Aujourd'hui, on est arrivé à une certaine maturité du numérique qui s'inscrit dans une histoire à double face d'ailleurs, voilà, l'histoire des Batix et puis l'histoire des GAFA, qui fait qu'il y a cette notion de privatisation et qui est, au-delà de la privatisation, un désir de dominer pour influencer. Influencer pour forcer à acheter ceci ou cela, mais pour bien d'autres choses. Voilà. Par exemple, dans des élections démocratiques, pour ne citer que des exemples récents. Jusqu'à maintenant, dans les espèces vivantes, on sécrétait pas des données, on sécrétait des ondes, on sécrétait des phéromones, on sécrétait des choses qui sont plutôt chimiques et très accessoirement un tout petit peu électriques. Aujourd'hui, on est capable de capter et transformer en forme numérique notre propre existence. Et tout ce que j'ai entendu dans la journée, c'est mais c'est nouveau, etc., etc. Toute la question, c'est un mot que je n'ai pas entendu ou peu, ou j'ai peut-être mal écouté. Toute la question, elle est sur l'architecture bien commun, bien privé. Comment faites-vous justement la différence entre les deux? C'est finalement pas une frontière exacte, précise. Voilà. Les données que nous sécrétons, à elles toutes, elles constituent un bien commun pour une communauté. Après, il y a tout un problème de granularité de cette communauté qui va être les vrais débats que nous avons commencé à avoir. Évidemment, moi, je suis intimement convaincue qu'à horizon 60 ans à peu près, on va sortir du modèle de société dans lequel on est, qui a une forme très patriarcale
et avec une architecture pyramidale vers une architecture organique. Alors ceux qui ne sont pas trop habitués à ce qu'est une architecture organique, votre corps a un fonctionnement organique. Il y a un cerveau, un foie, de la peau, je ne sais pas quoi. Aucun organe ne commande les autres. Mais quand un organe est en défaillance, tous les organes se mobilisent pour favoriser la remise à flot du défaillant. Et quand vous allez bien, votre entourage se porte bien. Et quand votre entourage se porte bien, vous fabriquez de la prospérité. C'est ça, le modèle organique, il a une forme de fractabilité. Donc, ce qui va être très compliqué, parce que c'est complètement nouveau, puisque jusqu'à maintenant, on était dans des systèmes exclusivement bras de fer, pyramidal, la loi du plus fort. On est en train d'évoluer vers la loi du plus adaptable, et avec des mécanismes de gouvernance qui sont fractaux. Et avec cette gouvernance qui est totalement adossée au travail que l'on peut faire dans le raffinage de ces fameuses données. Donc ces données, elles sont fondamentalement du bien commun. Maintenant, on revient sur le problème de mon corps. Donc mon corps et les données qu'il sécrète. Et évidemment, il y a des choses qui doivent pouvoir relever de notre arbitrage et d'autres qui ne relèveront pas de notre arbitrage. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette idée de bien commun. Donc si les données sont un bien commun, évidemment, les infrastructures qui permettent de les collecter, de les raffiner et d'en tirer parti doivent faire partie du bien commun. Personnellement, j'ai vécu la privatisation de France Télécom, qui est devenue Orange, et je m'y suis violemment insurgée, parce que France Télécom était un élément qui reliait les hommes entre eux, de même que les routes relient les hommes entre eux, de même que les voies de chemin de fer relient les hommes entre eux, et que très intuitivement, on comprend que c'est du bien commun. Et quand on le marchandise, on s'aperçoit, vous voyez les Anglais qui avaient complètement privatisé le chemin de fer, ils le remettent dans le bien commun. Bon, pour moi, à 60 ans, pour répondre à votre question, c'est du bien commun. Merci Geneviève. Jean-Marc, quelle est votre vision occlusive sur ce lien entre cloud et droits de l'homme? Est-ce que l'accès aujourd'hui au cloud peut-il être considéré comme un droit de l'homme? Alors, déjà, merci de l'invitation. Merci beaucoup, madame, de cet exposé sur ce que nous sommes, les hommes. Donc, on avait peut-être un peu oublié. Donc, on va essayer de... Bon, je vais revenir un peu sur des choses plus terre à terre. Hein. Je suis moins philosophe, hein, malheureusement, parce que j'appartiens à une organisation qui voit des choses à moins longue échéance, hein, plutôt au jour le jour, puisqu'on représente des gens qui sont intéressés par la sécurité de leurs organisations et des entreprises de manière plus générale. Si on parle des droits de l'homme, effectivement, on devrait parler ici, je pense que c'était le cas de la journée, des obligations du cloud computing. À l'aune de ce que vous évoquez, on s'aperçoit qu'effectivement, on est en droit d'attendre des choses de ces environnements. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le sujet de préoccupation des entreprises, puisque c'est un peu le sujet des travaux du Clusif, c'est de regarder un petit peu ce qu'est le cloud et quelle est, je dirais, pas l'obligation, mais quasiment, on l'a vu un peu dans la table ronde précédente, la nécessité d'aller vers ces environnements. C'est plus la question de savoir si aujourd'hui on y va ou on n'y va pas. On a évoqué la dimension financière de l'informatique. On voit les évolutions des technologies de l'information. On voit que de plus en plus, l'informatique de l'entreprise est tournée sur des équipements qui sont petits, qui se tiennent dans notre poche, qui tiennent dans notre main, et que malheureusement, alors c'est peut-être être défaitiste, hein, je ne le suis pas à titre personnel, ni à titre collectif au sein du Clusif, mais on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, les choix ne sont plus de notre côté, ils sont du côté des constructeurs, de ceux qui vont façonner ce que sera l'informatique de demain. Personne n'a décidé ici qu'un jour on aura une informatique basée sur un iPhone. Aujourd'hui, c'est une situation avec laquelle il faut impérativement vivre. Effectivement, pour nous, hein, le droit de l'homme, c'est plutôt, et les obligations du cloud computing, c'est plutôt l'assurance pour l'entreprise, pour les citoyens aussi, mais je mets de côté du citoyen que je suis, puisque je suis président d'une association professionnelle, c'est plutôt quelles contraintes aurons-nous sur les opérateurs télécoms, puisque c'était un peu le sens de votre question, sur la disponibilité du cloud computing, déjà sur le lien télécom et sur la disponibilité de l'information, puisque une partie du concept du cloud, c'est l'ubiquité de l'information, elle est partout et nulle part à la fois, et c'est l'enjeu financier qui pousse les entreprises à aller vers ces environnements, et surtout derrière, quelle sera
quelles pourraient être les garanties alors techniques, réglementaires, puisqu'on évoque le RGPD qui n'est finalement que la conséquence d'un usage particulier, d'un usage très très grand de l'outil informatique à la fois par l'entreprise et puis par les particuliers et les citoyens que nous sommes partout. Donc d'avoir cet accès, de garantir cet accès dans la durée avec l'assurance, je dirais, puisque j'aime bien le terme assurance, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, donc une forme d'assurance qu'on aura un peu de protection de nos informations, de disponibilité de nos systèmes, pour revenir sur ce qui était évoqué précédemment, et une garantie, je dirais, dans un temps donné, que les règles de notre pays ou des endroits où nous opérons seront a priori respectées. C'est un sujet de grande discussion. D'ailleurs, étonnamment occlusif, ça fait 30 ans qu'on existe, on travaille par des groupes de travail, on livre des documents que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, on a démarré un groupe de travail sur le cloud computing et la sécurité il y a seulement quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, parce que c'est un sujet qui est tellement complexe à maîtriser, à mesurer, à palper, et on le voit tellement présent au sein de nos entreprises. On voit que s'il y a une transformation du directeur informatique en directeur du numérique, c'est un fait. On le voit aussi arriver dans l'outil informatique, où l'outil informatique quitte l'entreprise pour des raisons essentiellement économiques d'ailleurs, et puis de capacité que l'outil fournit dans le cloud computing, qui n'a pas d'équivalent ou qui n'a pas de rival aujourd'hui au sein de l'entreprise. Donc la question de l'accessibilité, je ne dirais pas que le cloud computing c'est un droit, je dirais, universel, comme on pourrait prétendre, ce que vous aviez évoqué pour certains. Et encore, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays où les gens aimeraient encore avoir un verre d'eau de temps en temps, donc il faut relativiser un peu les choses, voire de l'électricité pour s'éclairer, se chauffer, manger, et puis pour les enfants aller à l'école. Donc revenons à des préoccupations qui sont peut-être plus universelles, puisqu'on philosophe sur la logique des droits de l'homme. Mais c'est un vrai... pour nous, qui regardons les choses de façon... Alors, je ne veux pas dire très égoïste, ce serait malhonnête ici de dire qu'on est des égoïstes et qu'on ne voit pas et qu'on ne pense pas à notre prochain, mais on est quand même en responsabilité dans nos entreprises et on voit les exigences du quotidien et on attend effectivement qu'il y ait cette forte disponibilité. Oui, en fait, ça pourrait être un peu comme le compte bancaire qui aujourd'hui est devenu un droit. Il y a un service universel, tout le monde a le droit à avoir un compte bancaire. Donc est-ce qu'on peut imaginer, et donc là l'idée c'est de travailler dans un futur relativement proche quand même, est-ce qu'on peut imaginer à terme que chaque individu se voit quelque part doté, c'est beaucoup dire, mais en tout cas attribué un espace dans le cloud pour je vais conclure, un certain nombre d'éléments. Moi, je conclue juste sur cette première question là-dessus, puis je ne vais pas me piser parce que je suis un peu bavard. Regardez juste les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Je parle de l'Europe, vous prenez les pays développés, les États-Unis. Aujourd'hui, la dématérialisation, c'est un fait qui est avéré. Vous pouvez déclarer, vous avez fait vos déclarations d'impôts. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous pour ceux qui vivent en région parisienne, vous avez jusqu'à ce soir minuit. Mais vous pouvez faire ça à partir de votre smartphone. Donc aujourd'hui, on est complètement dématérialisé. Vu la complexité des formulaires, j'en doute un peu, mais bon. Dans l'absolu, c'est comme ça que l'administration nous a vendu la dématérialisation il y a 12 ans, avec près de 12 ans avec le RGS. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est dans une logique où on est complètement dématérialisé. Vous voyez les effets de la dématérialisation dans notre quotidien, que ce soit à la fois pour notre compte bancaire, puisque vous l'évoquiez, l'administration de façon générale, les collectivités territoriales qui sont aussi dématérialisées. Vous le voyez aussi, c'est visible peut-être dans vos forfaits téléphoniques. Vous ne le voyez pas, mais maintenant vous allez vous déplacer en Europe, vous allez aux États-Unis, ça ne vous coûte plus rien d'appeler qui que ce soit et de faire de l'Internet depuis votre GSM. Vous n'avez plus besoin d'acheter une carte SIM locale. Vous faites de la data, c'est gratuit. Bon, c'est gratuit, rien n'est gratuit, bien évidemment, mais c'est inclus dans votre téléphone. Donc, on a, dans les modèles économiques des opérateurs d'aujourd'hui et de demain, on a déjà intégré l'idée que de toute façon, on aurait besoin d'accès à Internet parce qu'on a accès à des services qui sont de plus en plus obligatoires. Je ne connais pas la temporalité de l'administration française, mais je pense que d'ici quelques années, il n'y aura plus du tout de formulaire. Il y a à l'administration centrale, à la direction de l'informatique centrale de l'État français, la DINSIC, il y a des SERFA killers, donc des gens dont, je ne vais pas dire l'obsession, mais presque, c'est de tuer les SERFA. C'est-à-dire, vous savez, ces formulaires que l'administration vous demande de remplir pour beaucoup de démarches dans lesquelles on récupère beaucoup trop d'informations d'ailleurs qui ne servent à rien. On pourrait faire le lien avec le RGPD d'ailleurs sur la quantité d'informations qu'on donne à l'administration qui ne lui servent à rien, mais elle les protège, donc on n'a pas de souci avec ça. Donc on est dans cette logique-là. On est demain 100% dématérialisé. Merci Jean-Marc. Donc après cette première question, une deuxième grande question qui est le cloud computing peut-il contribuer à l'avancée des droits de l'homme? Et donc là, je vais me tourner vers Jean-Marc Bourguignon. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'organisation que vous avez créée, Nothing to Hide, avec une autre personne qui vient de chez RSF? Bonjour, oui, c'est avec Grégoire Pouget. Nous avons travaillé tous les deux chez RSF pendant, pour ma part, 6 ans. Enfin, j'ai collaboré avec RSF et j'ai aussi travaillé pour diverses ONG comme
la Fédération internationale des droits de l'homme et d'autres aussi. Donc voilà, et donc nous avons décidé de fonder cette petite ONG pour remplir un petit peu le champ vide qui était laissé par les grandes ONG qui ont d'autres problématiques, pour vraiment s'occuper du numérique, de la sécurisation des communications et des données, auprès de journalistes citoyens qui n'ont pas de carte de presse et qui ne sont pas forcément reconnus dans différents pays, et aussi auprès de différents activistes comme en Tunisie, en Égypte ou dans d'autres pays, et aussi en France évidemment. Donc vraiment notre champ il est vraiment sur le numérique, sur la sensibilisation, nous fournissons des solutions techniques. Lesquelles? Vous pouvez donner des exemples? Le classique c'est du VPN, et évidemment on garantit le point de sortie, on ne va pas donner des VPN comme ça. On fournit aussi ce qu'on appelle des shelters, ça veut dire des instances sécurisées que nous manageons, parce qu'on fait quand même attention où est-ce qu'on met quand on dit dans le cloud, pour moi, le cloud, c'est un disque dur à l'autre bout du monde, c'est tout, ni plus ni moins. Alors avant, c'était aux États-Unis, maintenant, c'est bien, ça se retrouve un peu plus en Europe, mais pour moi, un cloud, c'est juste un disque dur ailleurs. Voilà, après, on fait ce qu'on veut avec, on peut changer la taille en temps réel, etc., allouer plus de processeurs, plus de mémoire, tout ça, mais ça reste juste un computer loin. Même pas décentralisé, ça c'est encore un autre problème, c'est quelque part. Et donc voilà, nous externaliser. Voilà. Donc nous on fournit ce genre de services et donc voilà, nous sommes, on s'autofinance, c'est compliqué. On a des bailleurs de fonds et on a quelques mécènes privés et aussi du mécénat de compétences de certaines boîtes françaises qui. Alors là, je parle vraiment des techos, des techniciens que je connais personnellement, qui nous filent des coups de main sur des problématiques parce que chacun son métier. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que nous avons. Et là où il n'y a pas d'accès, pas de VPN, est-ce que pour la simple connexion déjà, parce que c'est dans pas mal de pays. Oui, alors notamment j'ai fait pas mal de missions en Afrique, par exemple, où il y a évidemment les coupures d'électricité qui sont récurrentes, etc. Donc ça, alors eux, ils nous apprennent, parce que eux, ils travaillent, c'est leur environnement quotidien. Donc là-dessus, ils ont beaucoup à nous apprendre. On n'a pas à leur apporter de solutions. Ils ont le groupe électrogène. Voilà. Et nous, ce qu'on leur apporte, typiquement, on leur apporte des solutions matérielles comme des petites boîtes basées sur Raspberry Pi ou du Raspberry Pi qu'on fait en autonome et on leur installe un cloud dedans, comme ça ils peuvent travailler. Et quand la connexion revient, ça se synchronise quelque part pour envoyer leurs données. Donc on essaie de trouver des solutions pour chaque contexte, parce que chaque contexte, chaque pays et chaque métier ou vocation est complètement différente et il faut s'adapter, c'est à nous de s'adapter à ce qu'ils font tous les jours. Et les solutions de type Mesh Networks, oui, alors justement, de Google, il y a énormément de choses qui ont été lancées dans les dernières années. Ouais. Est-ce que ça marche de façon concrète sur le terrain? Alors, sur le terrain, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Parce que souvent, ils n'ont pas forcément en interne les compétences suffisantes. Parce que nous, quand on intervient sur 3-4 jours. Après, on s'en va. Donc notre priorité, c'est d'amener du matériel et c'est surtout de former sur place. Mais ce n'est pas forcément évident. Ils ont toujours des problèmes structurels, donc ils ont un turnover. Donc le matériel va marcher 1 mois, 2 mois. S'il y a un update à faire, enfin une mise à jour à faire, etc., elle ne sera pas faite et pouf, terminé. Donc il y a vraiment un problème de pérennité sur les projets comme ça. Parce que souvent, il y a tout plein de projets qui existent qui sont super, mais pas mis en œuvre. Comment ? Beaucoup de com'. Alors là, oui, je ne voulais pas dire de mal, mais si vous me tendez la perche, je vais y aller. Non, oui, effectivement, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de com, il y a beaucoup de boîtes qui sont derrière, ils font tout plein de com. On les voit dans des salons, etc. Moi, pour avoir fait 6 ans, à peu près 2 fois le tour de la planète, je ne les ai jamais vus sur le terrain. Voilà. Vraiment. Vous avez des exemples de pays, sans évidemment rentrer dans des détails évidemment, sensibles, beaucoup, quand même beaucoup. Alors la Turquie, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des journalistes syriens qui sont donc partis de Syrie pour travailler en Turquie. Et donc là, ils ont eu tout plein de gens venaient les voir en leur disant on va vous faire ci, on va vous faire ça, on va vous donner ci, etc. Et ça faisait de la com partout. Voilà, on aide telle structure ou telle ONG ou tel média. Et en fait, concrètement, ça fonctionnait pas. Il y avait, je sais plus, NetAid Kit. C'était une petite boîte, toute petite, qui était censée faire du Wi-Fi, etc. Et en fait, c'était du TP-Link à 3 € en Chine. Donner ça à un journaliste
qui va partir en Syrie, une boîte en plastique comme ça, toute petite blanche, c'est complètement ridicule. Il n'y a même pas de 3G, il n'y a rien là-haut. Donc voilà, il faut vraiment travailler avec eux, les accompagner, voir leurs problématiques. On a toujours des solutions. Voilà. Et quand il n'y en a pas, ils savent faire sans. Hein. Voilà, c'est ça aussi à un moment donné, se dire que la techno, on ne peut pas faire, et eux, humainement, ils savent faire. Voilà, par exemple, le collectif RBSS, hein, c'était le collectif de jeunes activistes étudiants à Raqqa, sous Daesh. Ils arrivaient à travailler. Ils sortaient des vidéos sans aucun moyen, Wi-Fi, 3G, etc. Il n'y avait pas, même pas satellite, ils ne voulaient pas, ils n'osaient pas le faire. Ils acheminaient ça jusqu'en Turquie de façon humaine. Et en Turquie, ensuite, c'était uploadé avec des moyens techniques. Donc c'est là que nous, on intervenait. Peut-être quelques mots sur le projet Forbidden Stories également. Oui. Ça, c'est un projet pour moi. On en a pas mal parlé dans la presse, notamment. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment l'utilisation du cloud pour aider les journalistes et pour protéger, justement. Alors là, on est vraiment sous une forme de la protection des droits de l'homme. C'est l'utilisation d'un cloud vraiment de façon concrète pour aider des gens dont parfois leur vie est en danger. D'ailleurs, on l'a vu avec la journaliste à Malte, hein, qui a été exécutée et assassinée. Laurent Richard, qui est donc un des cofondateurs de Première Ligne, Cache Investigation, il est parti presque 1 an et demi, 2 ans, je crois, aux États-Unis, suite à une grande de Freedom Voices, qui est une grosse ONG. Et il a travaillé sur l'idée d'utiliser ce qu'on appelle les plateformes de leaks. Alors je pense que tout le monde connaît un petit peu les Secure Drop ou Global Leaks. C'est des plateformes de leaks qui sont mises à disposition. Je crois que Le Monde en a une, Mediapart aussi. Et en fait, il s'est dit, voilà, c'est super, ces plateformes, des gens peuvent pusher des informations pour donner ces informations aux journalistes, pour qu'ils puissent travailler dessus. Lui, il s'est dit, il y a un truc pas mal à faire, c'est que les journalistes, pendant leur investigation, pendant leur enquête, ils vont envoyer leurs données dans cette plateforme, voilà, qui est sécurisée, et il va donner la clé à une tierce personne, qui est un autre journaliste. Et s'il a quoi que ce soit comme problème dans le pays où il est, s'il disparaît, si sa famille est mise en prison, s'il y a des pressions ou malheureusement s'il se fait assassiner, il y a une autre personne à l'autre bout de la planète qui pourra avoir accès à ce cloud sécurisé, à ce coffre-fort et pouvoir continuer l'enquête. Alors ce n'est pas un journaliste évidemment, c'est tout un pool de journalistes parce qu'ils sont beaucoup. Et donc derrière, qu'est-ce que c'est les répercussions concrètes? C'est que un journaliste, par exemple au Niger, qui enquête sur les trafics de drogue, qui a tout plein de preuves, il envoie tout ça dans le cloud. Demain, le gouvernement va le voir pour lui dire « tu arrêtes ton investigation ou on te supprime ». Lui, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire « c'est trop tard, mon investigation, elle est à l'autre bout de la planète. S'il m'arrive quoi que ce soit, de toute façon, c'est déjà fait, c'est déjà signé, des journalistes vont prendre mes données et vont en faire une vraie enquête et finir mon enquête ». Donc ça, pour moi, c'est réellement une grosse avancée, vraiment quelque chose qui utilise le cloud, parce que les plateformes de leaks, c'est super, mais c'est pas, c'est fait pour ça, voilà, pour faire du leaks, bien ou mal, peu importe si on est d'accord ou pas, mais ça existe et c'est très bien que ça existe. Mais par contre, Laurent Richard, il a vraiment eu cette idée géniale de faire ça pour se dire, voilà, on peut aussi protéger des gens grâce à ça. Donc pour moi, c'est vraiment le projet. D'ailleurs, il a été récompensé par beaucoup de prix et c'est très bien comme ça. Geneviève ou Coralie, voulez-vous réagir à ce que vient de dire Jean-Marc? Si je peux me permettre, alors on voit des projets, alors c'est assez beau comme projet. On voit que la question de l'inclusion, finalement, le cloud peut permettre de résoudre, ou en tout cas d'apporter certaines solutions à la question de l'inclusion. Ça a été évoqué ce matin également, l'inclusion, pour donner finalement plus d'accès. Alors plus d'accès, donc en effet, il y a 12% des gens en France qui ne sont pas équipés et qui n'ont pas ces accès-là. Mais pour les autres, il y a la question de la confiance. Donc l'accès au cloud, l'accès à toutes ces informations, à cette capacité de dématérialisation et de gérer de l'information et de la donnée, elle passe par la confiance. Donc c'est ce qu'évoquait Guillaume Poupard ce matin, notamment dans le programme d'identité numérique qui est piloté par Valérie Pénaud et qui rappelait il n'y a pas très longtemps que l'un des axes forts de cette mission, c'était justement de traiter l'inclusion, de donner de la confiance
pour que finalement toutes les couches de la population puissent utiliser, alors facilement, évidemment, la facilité d'usage, ça va être fondamental, puissent utiliser de l'identité numérique pour apporter de la confiance et naviguer en confiance. Maintenant, il y a d'autres projets qui ont déjà traité de cette inclusion à l'international, alors notamment en Afrique, il y a des programmes qui sont envisagés. Alors après, ça met énormément de temps à se mettre en place, et en plus se pose la question aussi de qui met en place et qui traite aussi le financement, les financements qui sont apportés. Mais je dirais que ce soit la question du cloud ou des nouvelles technologies, finalement, on revient aux questions d'avant. Avant les nouvelles technologies, c'était aussi qui maîtrisait ces sujets-là et ces financements. Mais il y a des exemples très concrets de projets. Par exemple, au Moyen-Orient, où il y a certains pays qui ont donné, il n'y a pas si longtemps, aux femmes le droit de conduire. Donc, question des traitements des droits de l'homme ne sont pas forcément les meilleurs en la matière. Pour autant, il y a des pays, comme par exemple le Sultanat d'Oman, où ils ont mis en place un programme de carte nationale d'identité numérique. Mais pourquoi ? Pour donner du service aux citoyens, du service de signer électroniquement, du service de faire des démarches administratives électroniques, et puis finalement d'avoir une vie numérique, de déployer la vie numérique pour les citoyens. Il y a évidemment l'exemple de l'Inde aussi, où finalement, dès 2008, il y a ce grand projet ADAR qui a débuté pour recenser, alors évidemment des données biométriques, mais aussi les identités des personnes. Donc, quelque part, ils sont partis de rien, finalement. Et dans beaucoup de pays, on part de zéro, et puis on adopte tout de suite, finalement, des évolutions technologiques assez poussées. Alors, je vois Jean-Marc Frémy, ouais. Mais alors, on a deux Jean-Marc. Justement, en fait, ça fait débat le sujet de l'Inde. D'une part, ça apporte quand même un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a pu finalement faire un programme de recensement de 1,2 milliard d'individus, là où il n'y avait pas d'état civil. Enfin, nous, l'état civil, on l'a depuis Napoléon. Donc, de ce point de vue-là, c'est un progrès, parce qu'il avait vocation aussi, ce programme, à faire en sorte que les personnes les plus pauvres ne soient pas oubliés du système et qu'on puisse leur allouer, qu'ils aient un identifiant sûr, qui ne soit pas falsifiable, parce qu'il y avait des questions de détournement des fonds alloués aux plus pauvres par des personnes qui utilisaient, qui exploitaient le système et qui fraudaient et qui détournaient donc ces fonds-là pour eux. Donc l'objectif était très, très bon. Maintenant, c'est pas parfait, c'est décrié justement parce qu'il y a la question de ces données biométriques. Alors c'est des données rétiniennes et puis de la main. Qu'est-ce qui en est fait ? Comment elles sont exploitées par le gouvernement ? Là, c'est la question clé. Et je dirais que la technologie... Comment elle sera exploitée dans le gouvernement dans 15 ans ou dans 20 ans ou dans 60 ans ? C'est ça la vraie question. Oui, absolument. Mais là, je dirais que technologie ou pas technologie, en fait, tous les gouvernements, plus ou moins démocratiques, ont justement souvent utilisé ou détourné parfois certains outils à leur fin. Donc la question, c'est pas tellement sur le cloud en soi, les outils technologiques et numériques d'avenir, c'est quelle est l'architecture, comment l'État gère ça, comment il intervient. Oui, c'était mon troisième point, c'est-à-dire effectivement la technologie, on le sait bien, est ambivalente, mal utilisée, elle est évidemment un outil d'asservissement. Et donc troisième question, après le cloud, outil de libération, d'émancipation, il y a aussi le cloud potentiellement outil d'asservissement quelque part, dès lors qu'il est mal utilisé, dès lors que les données qui l'amènent à centraliser sont exploitées dans des objectifs non légitimes. On a plutôt une version noire des choses. Alors là, peut-être, Geneviève, en termes de scénario sur l'avenir, est-ce que ce monde de la donnée, ce monde du cloud, où finalement on aura notre double numérique en permanence dans ce nuage, est-ce que c'est pas aussi un monde compliqué, un monde dangereux Comment voyez-vous les scénarios mettons à 10 ans, 20 ans peut-être En Europe, les États les plus avancés dans la numérisation, ils sont au nord de l'Europe,
avec un exemple très particulier qui est l'Estonie. Et qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous raconte que la numérisation progressive du vivre ensemble amène une certaine forme de transparence, pour ne pas dire une transparence totale. Vous avez des exemples concrets de cette transparence, justement, et l'autocontrôle, finalement, que permet ce type de plateforme? Tout à fait, mais vous les connaissez tous. Hein. Par exemple, dans les pays d'Europe du Nord, un député qui va dîner avec sa femme dans un bon restaurant, avec la carte de son parti, ça va faire un pataquès. Hein. Il y a eu une ministre qui a été obligée de démissionner. Ça, c'est l'exemple concret. En Estonie, ce que nous racontent les Estoniens, c'est que de fil en aiguille, tout devient... C'est un peu comme si on avait allumé la lumière. Hein. Et donc, les petits arrangements entre amis, ça marche plus. C'est finalement un peu compliqué au bout d'un moment, parce que c'est la transparence totale. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on est en train de sortir d'une forme de société qui est basée sur le patriarcat, les structures hiérarchiques, c'est une forme de société qui s'est façonnée au moment où on est rentré dans l'ère agraire et qui s'est amplifiée jusqu'au paroxysme quand on est rentré dans l'ère industrielle. L'ère industrielle, elle est très courte, hein, elle fait moins de 200 ans. Dans l'histoire de l'humanité, c'est strictement rien du tout. L'ère agraire, c'est quand même... Voilà. Le fait de rentrer dans l'ère agraire, on est rentré dans une ère où on a commencé à craindre de manquer. Parce que quand on était dans la formule matrilinéaire, si on avait faim, on allait prendre un fruit, on allait capturer une proie, on se mettait en tribu pour le préparer et le partager. Voilà. Et la société vers laquelle on va ne sera peut-être pas autant dominée par la crainte de manquer. Hein. La culture américaine, de par son histoire, est très, 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 très fortement dominée par la crainte de manquer. Et elle nous a façonné un système qu'elle tente de nous imposer qui ne nous convient pas. Il faut bien avoir en tête que l'Afrique est le berceau de l'humanité, est reconnue comme telle. Et d'ailleurs, quand on va en Afrique, on le ressent très très fort. Il y a quelque chose, une sagesse séculaire extraordinaire. Ils ont des contes extraordinaires à nous raconter, par exemple. Mais l'Europe est le berceau de la démocratie et de l'humanisme. Et le système GAFA et puis Batix, il ne nous va pas. Il nous heurte, et d'ailleurs, on en a discuté toute la journée. Parce qu'il rentre... Quelle alternative ? Alors, justement, c'est l'opportunité vers laquelle on va se tourner. Parce que si vous voulez, le progrès, c'est un phénomène tourbillonnant. Et on peut reprendre l'avantage à l'occasion d'un virage en épingle. Et on est à la veille d'un virage en épingle. Ce virage en épingle, il est dû au fait que les deux systèmes qui nous dominent en ce moment sont des systèmes totalement centralisateurs. Et ces systèmes totalement centralisateurs, ils commencent à toucher à leurs propres limites. Des limites fiscales, des limites technologiques, des limites d'acceptabilité. Vous avez bien entendu toutes les conversations qui ont eu lieu depuis ce matin. Hein. C'était le cœur du sujet. Une autre architecture est possible. Il se trouve que, et ce n'est pas un hasard, l'Europe, c'est le berceau de Skype, c'est le berceau du peer-to-peer, c'est le berceau de Sigfox, c'est le berceau des notions de réseau qui ont été inventées en Europe. Donc une autre architecture est possible. Dans notre culture, dans nos aspirations profondes d'Européens, de peuples imprégnés d'une certaine idée de l'humanisme. L'humanisme, c'est quand même l'idée que
c'est la structure organique. Hein. C'est-à-dire, si moi je vais bien, ce serait mieux si mon voisin va bien. Parce que s'il va pas bien, il braille, il vient me piquer mes affaires, et il vient s'installer dans mon jardin, ça va pas. Hein. Donc, moi, en tous les cas, je vais m'arranger pour que j'aille bien. Hein, et s'il est un peu en détresse, je vais essayer de l'aider parce qu'il ne faudrait pas que sa détresse vienne me déranger. C'est un peu comme ça qu'on voit le monde. Hein, et les structures alternatives, c'est ça. Et l'Europe est sans doute le coin de la planète d'où peut partir ce renouveau. L'Europe, tout à l'heure, a été minimisée par M. Goldenstein. Je comprends ce qu'il disait. Il était dans les chiffres. Mais moi, je ne suis pas dans les chiffres. Je suis dans l'histoire de l'humanité. Et dans cette histoire-là, ici, nous sommes un lieu où nous avons accumulé du patrimoine d'expérience. Récemment, on a fêté le mariage de Harry, le petit-fils de la reine d'Angleterre. Bon, la reine d'Angleterre n'est pas la plus grande fortune d'Angleterre. Par contre, c'est la fortune la plus ancienne. Alors, là, c'est des histoires de gros sous. Mais en matière de patrimoine, c'est un peu la même chose. Nos gouvernants ont appris qu'on ne faisait pas tout et n'importe quoi avec le pouvoir. L'argent, c'est un critère. Faire du profit, c'est un critère de prospérité, mais ce n'est pas le critère universel de prospérité. L'Europe est imprégnée de cette notion-là. Voilà. Donc, non, moi, je suis au contraire pleine d'espoir. J'espère que toute la salle comprend ce que j'essaye de dire, parce que, allez, en sortant de la salle, on s'y met, on se met au boulot. Là. Alors justement, à propos de boulot, X-Road, le projet, je crois qu'il y a notamment démarré en Estonie, en tout cas, qui donne lieu à pas mal de choses en Estonie. C'est un projet qui va se développer ensuite en Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots pour nous expliquer un peu l'architecture et ses perspectives? Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette... l'Estonie, c'est 1,2 million d'habitants. Donc, à l'échelle... C'est un conseil régional à l'échelle de la France, quoi. Ouais. Moi, j'allais le dire un peu autrement. À l'échelle de l'Europe, c'est un POC. Hein, c'est un Proof of Concept. Qui a 5 ans d'âge, qui commence à montrer ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et qui commence à avoir une souche logicielle en open source qui commence à être... un peu propre, un peu récupérable, adaptable, transformable, etc. L'idée fondamentale qui me plaît énormément et qui est en contradiction totale avec l'architecture des GAFA. Les GAFA, c'est j'empile et ensuite je raffine. Eux, c'est les données, on lutte à tout va contre la redondance. Hein. Le numéro d'une plaque d'immatriculation, c'est dans un fichier et c'est pas éparpillé dans tous les fichiers. Donc la voiture qui a ce numéro-là, elle m'appartient. Le jour où elle m'appartient plus, c'est dans ce fichier-là qu'on sait qu'elle ne m'appartient plus et il n'y a pas de réplicage ailleurs. Cette architecture qui est basée sur la non-redondance donne une robustesse globale au système qui est tout à fait intéressante. Et la deuxième chose, c'est que l'utilisation des données, donc les données en tant que bien commun pour pouvoir faire des gouvernances prédictives et préventives. On peut les utiliser, mais il y a une traçabilité de toutes les données qui sont utilisées. Et si un citoyen constate qu'il y a peut-être eu un usage erroné ou malveillant de quelques données qui le concernent, il peut se tourner vers l'organisme qui détient la donnée sur laquelle il a un doute et demander une enquête. Et donc, il y a de ce fait une garantie de confiance qui fait que le citoyen se pose peu de questions par rapport à l'avalanche de questions que nous nous posons, nous, face à ces GAFA qui sont centralisateurs et suraccumulateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience chez ces GAFA notamment? Alors, ils ne sont pas dans la salle, je pense, mais, malheureusement, mais on aurait pu avoir un débat intéressant. Non, juste il y a eu une interview assez récente de quelqu'un de Google qui montrait un peu le décalage, en tout cas que cette personne ressentait, hein, je suis prudent, mais entre les slogans parfois un peu messianiques de ces grandes sociétés et puis la réalité
très mercantiliste et très, très matérialiste, en tout cas tel qu'il l'a présenté de ces entreprises. Donc moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a une évolution là-dessus. Alors faut pas oublier aussi que ce sont ces grands acteurs qui ont fait l'Internet d'aujourd'hui. Donc la difficulté, c'est d'avoir une position, on va dire, équilibrée, de prendre le virage dont vous parliez, tout en reconnaissant aussi que ce sont des acteurs qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. La grosse ambiguïté qui, à mon sens, a un peu gêné les débats toute la journée, c'est qu'il faut bien comprendre que les GAFA sont... Alors ça a été dit, hein, les GAFA sont à l'origine une vision, ont été développés avec une vision de vouloir contenir la foule pour pouvoir l'influencer. Voilà. C'est-à-dire, on ne la gère pas de façon coercitive, on la gère de façon soft. D'ailleurs, ça s'appelle le soft power, hein, c'est pas pour des prunes. Il s'agit de pouvoir l'influencer, un peu comme les moutons, quand on les rentre dans le parc le soir ou à la bergerie. Avec 2 chiens, on arrive à rentrer 120 moutons. Hein, c'est un peu la même idée. Et moi, je me souviens très bien, puisque j'ai fait partie des gens qui ont discuté le coup avec les Américains quand ils designaient l'Internet. Je leur disais, mais ça va coûter des sommes pharaoniques, etc. Et ils me disaient, non, pas du tout, parce que, en fait, tout va être à vendre. Donc, le complément de revenu, c'est la vente. Mais la finalité, l'intention, c'est le potentiel d'influence. Il faut bien comprendre ça. Hein. Et quand moi j'ai vu la lutte de Barnes & Noble contre Amazon, hein, on a un petit peu oublié cette époque, mais aux États-Unis, ça a donné lieu à une lutte fantastique. Hein. Vendre un livre sur Internet, mais vous n'y pensez pas. Un livre, c'est un bien affectif, c'est un bien culturel, etc. Et Barnes & Noble était sûr, il a rénové ses librairies, il était sûr que Amazon vendrait que la queue, ce qu'on appelle la queue, c'est-à-dire les livres rares que personne ne lui demande parce que c'est trop compliqué. Hein. Mais non, il n'a pas vendu la queue, il a vendu l'animal entier. Hein. Aujourd'hui, voilà, et Barnes & Noble n'existe plus, même avec des boutiques complètement rénovées. Hein. Donc, il faut bien comprendre ce que sont les GAFA, dans quel design et dans quel réel modèle économique ils se situent. Et donc, quand on se remet dans notre trajectoire d'histoire de l'Europe, qui s'inscrit dans le prolongement de l'histoire de l'Afrique, on voit bien que ce n'est pas des GAFA dont on a besoin, ça ne correspond pas à notre trajectoire, à nous. Oui, mais alors pour les comptes, oui, mais dans ce cas, alors c'est vrai ce constat, mais moi je peux pas m'empêcher de prendre ma casquette de secrétaire général d'Exatrust. À un moment donné, il faut agir. Donc les questions d'éthique, on l'a dit tout à l'heure, les questions d'éthique, à un moment donné, il faut aussi être pragmatique et puis être force de proposition. Nous, c'est un peu pour ça qu'on s'est rassemblés au sein d'Exatrust. Et si on s'est rassemblés avec Cloud Confidence au début de l'année, c'était justement aussi parce qu'on propose de plus en plus des solutions alternatives alors d'abord dans le cloud, et puis aussi pour protéger au sein de tout cet écosystème du cloud des GAFA, proposer des solutions qui permettent de se protéger et finalement d'avoir le choix. On en revient à la question du choix. La liberté, c'est ça, c'est de pouvoir choisir et d'avoir des solutions justement où on ne se résigne pas. Il faut être... Je vais vous répondre très rapidement parce que derrière tous mes propos, il y a un travail gigantesque. Hein. C'est pas, je ne vous sors pas ça parce que j'ai lu un article avant de venir vous voir. Si vous voulez, je reviens sur le tout début de ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'innovation, c'est à un moment donné, on peut rentrer dans la boucle avec quelque chose d'innovant qui va apporter vraiment quelque chose de... Voilà. L'Europe, c'est le pays du peer-to-peer. L'Europe, c'est le pays de l'open source. Et ça, si vous voulez, dans la construction chimique de nos idées, c'est la prolongation de notre appétence
pour la démocratie, pour l'humanisme, pour le respect de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans la naïveté, etc. Et dans les débats qui se sont tenus aujourd'hui, je comprends tout ce qui a été dit, parce qu'on a aujourd'hui, et moi je vous parle de 30 ans, hein, mais aujourd'hui il faut s'organiser pour démarrer dans 30 ans, ce qu'on va faire dans 30 ans. Et moi je vous affirme qu'en Europe, nous aurons un espace numérique qui ne ressemblera pas du tout à celui que nous subissons aujourd'hui, parce que j'estime que nous le subissons. Alors, Jean-Marc, peut-être pour oui, réagir. Oui, une réaction par rapport à ces échanges. Effectivement, j'adhère à vos travaux, du coup, votre analyse, où on subit effectivement une forme d'acculturation des GAFA, d'une certaine forme. Hein. Ils nous ont lobotomisés, et on a à la place des schémas de pensée qui ne devaient être pas ceux historiques qu'on avait en Europe. J'adhère assez à cette idée. Je pense que l'écart qui est entre l'Estonie et la France est un peu équivalent à l'écart qui est entre la France et l'Inde. Je regarde le projet qui effectivement remonte depuis une dizaine d'années maintenant, pas à la numérisation de l'Inde, mais au recensement de la population indienne. Ça permet de savoir précisément combien ils sont, quelle est la composition des familles, les enfants. Ça donne aussi le téléphone mobile juste en Inde. Ils ne sont pas encore avec de l'Internet, avec de la 4G comme on a ici. Ça leur permet d'avoir accès pour certains à une forme d'éducation. Ça permet d'avoir accès à de la médecine. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans nos discussions, dans cette réflexion autour du cloud et des droits de l'homme, c'est que, en tant qu'Européen, j'ai pas de vision de l'ONG, hein, donc ne prenez pas ombrage à ce que je vais dire ici, mais je me dis qu'il faut que je fasse attention en tant qu'Européen à ne pas aller dans des pays, je ne parle pas de vous bien sûr, mais aller donner des grandes leçons sur leur dire voilà ce que doit être le développement de l'Internet chez vous, hein, pour reprendre ce que vous évoquez. Partageons avec eux et faisons-leur profiter de notre expérience ou de notre inexpérience de s'être laissé envahir par les GAFA. Je n'avais pas cette analyse forcément des GAFA et de leur façon de faire et de cette idée qu'ils nous ont un peu anesthésiés finalement dans leur prise de position dans nos différentes sociétés. Je reconnais bien cette position-là. Mais je fais un peu le parallèle avec l'écologie. C'est alors bien sûr l'écologie c'est important pour le développement de la planète, de nos enfants, etc. Je ne remets pas en cause tous ces discours et qui sont bien évidemment importants de tenir. Mais je me dis que tous ces pays qui nous entendent parler, qui veulent se développer, parce que c'est des gens qui veulent aussi se développer, qui veulent avoir accès à l'éducation, qui veulent avoir des infrastructures routières, qui veulent avoir des aéroports, des écoles, qui veulent aller au cinéma, qui veulent avoir des centres de vacances, qui veulent faire du ski, qui veulent faire tout ce qu'on fait nous au quotidien. Je me dis qu'il faut qu'on fasse attention dans notre approche, nous Européens. Je ne parle pas des Américains, je parle d'Europe, dans la façon dont on va approcher. Hein, peut-être que les ONG sont peut-être du coup le bon vecteur pour leur apporter le meilleur de tout ça et de pas se poser en donneur de leçons. C'est un peu ce que je retiens moi de nos échanges. Merci Jean-Marc Bourguignon. Oui, un petit mot sur tout ce qui est GAFA. Alors, moi, j'observe, ça fait un petit... c'est assez récent quand même, que, par exemple, en Afrique, Google fait beaucoup de programmes de développement, etc. Et ça, de toute façon, ça ne peut que bien passer auprès de la population, parce que c'est Google, c'est les premiers, ils ont de l'argent, et ce qu'ils font, ça juste marche. Donc, on ne peut pas... c'est compliqué de faire des choses, mais il y a quand même des choses, des choses qui marchent, qui sont toutes simples. Par exemple, je pense au programme Mondoblog de RFI, qui a un succès vraiment phénoménal en Afrique, où les Africains y bloguent, ce qu'on ne fait plus en France. Hein. En France, on consomme sur Facebook, on écrit sur Facebook, on a l'impression de produire de la donnée. Non, on n'en fait pas du tout. Eux, par contre, ils font des petits blogs. Alors comme ça peut paraître rigolo, sauf qu'il y en a, je ne sais plus, 900, quand même une grosse communauté. Et ça, c'est français. C'est RFI qui a fait ça, qui dit voilà, on va lancer ça. Et ça marche. Et donc des petites choses comme ça à faire de droite et de gauche, eh ben, c'est déjà pas mal. C'est pas pour lutter contre les GAFA. Moi, j'ai pas envie de me battre contre Google, contre Facebook. Chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est pas les grands méchants. Pour moi, l'important, c'est qu'il y ait des alternatives. Voilà, que ce soit Quant, DuckDuckGo, Serix, etc. C'est très bien. C'est juste des moteurs de recherche. Google, pour moi, c'est resté qu'un moteur de recherche. C'est tout. J'ai eu une adresse Gmail. Maintenant, je m'en passe. Google Drive, jamais. Mais je veux pas aller non plus. Je suis pas anti-Facebook. Je suis pas anti. Voilà, il faut de la place. Alors malheureusement, il n'y a plus de place pour tout le monde parce qu'ils ont pris la place.
Et aujourd'hui, tout à l'heure, on en parlait. Oui, Google, ils font aussi des trucs pour les droits de l'homme, etc. C'est le marketing. On va vous aider. On a fait Google Shield pour protéger le site contre les attaques DDoS. C'est des programmes comme ça. Il y a la contrebalance, il y a une alternative. Tant qu'il y en a une, ça ne me dérange pas que ça existe. Voilà. Par contre, c'est vrai que le maquillage de ces grands groupes me fatigue un petit peu parce que ça noie aussi les initiatives citoyennes, des initiatives de groupes ou d'associations qui existent ou pas, informelles ou pas, et ils sont complètement écrasés par des grands groupes. Voilà. Qui ont effectivement d'autres moyens. Merci Jean-Marc. Juste une réaction de Coralie, puis ensuite je suis désolé, on va devoir prendre des questions dans la salle. Justement, je vais peut-être poser une question déjà pour commencer, parce que moi j'en ai une, puisque vous avez pas mal navigué dans le monde, parce qu'on a beaucoup parlé des GAFA, on n'a pas tellement parlé de ce qui se passe en Chine, avec par exemple depuis 2014 un projet qui vise à noter les citoyens, donc en positif et en négatif, et à retirer par les données et par le cloud. Qui est local, avec tous les Alibaba et compagnie qui alimentent très fortement en données l'État chinois. Donc, ils ont ce projet-là, et là, la réalité a dépassé la fiction. On s'en est même inspiré pour une certaine série d'anticipation. Et donc, voilà, la question, c'est que la Chine investit beaucoup dans différents pays, notamment en Afrique. Est-ce qu'on ne commence pas déjà à avoir des sujets d'économie numérique qui seraient financés par la Chine, justement? Évidemment. Ah oui, évidemment. Le continent africain, que ce soit la Chine, les Américains, de moins en moins la France, parce qu'il y a ce passé historique, et du coup... mais par contre, moi, tout ce que j'observe auprès... Alors, le problème, c'est que je travaille beaucoup avec des activistes, des militants ou des journalistes. Par contre, ils font une grande confiance à la France. Ouais. Vraiment, il y a une vraie confiance qu'ils font, et même pas que, d'ailleurs. Là, je parle de l'Afrique, mais même dans d'autres pays. Le Tadjikistan, par exemple, je travaille avec des gens, et ils préfèrent 10 000 fois ouvrir, qu'on leur mette un petit bout de serveur à disposition pour mettre leurs données en France, qu'à de le balancer sur Google ou ailleurs. Voilà, c'est pas ils ne sont pas anti-américanisme primaire, c'est juste une question de confiance. Et la France, de ce côté-là, elle a encore cette aura. Alors tout le monde dit oh, non, la France c'est le pays des droits de l'homme, etc., c'est fini, etc. Non, c'est faux. Quand on sort du pays et qu'on va voir les gens, la France a encore une belle image. Et sur la couche de cybersécurité, notamment, enfin la couche de confiance, lorsqu'on ne maîtrise pas les infrastructures, cette couche est évidemment encore plus importante. Donc c'est aussi un peu le sens de la journée. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'on avait... au moins sur cette question de la sécurité, à la fois une doctrine, une vision, mais en même temps une industrie, et que cette industrie est encore plus importante dans des environnements non maîtrisés. Et effectivement, on le voit notamment en Afrique. Alors, on va peut-être prendre des questions dans la salle. 2 questions, si Mélanie m'y autorise. Une question, ça va être très très court. Alors, est-ce que le sujet des droits de l'homme a inspiré? Oui, monsieur. Mon épouse demande toujours si l'habitude commence à la première ou la deuxième fois. Et c'est la 3e question que je pose. Alors, depuis ce matin, on a parlé beaucoup de data. J'ai regardé les textes de loi et j'ai trouvé qu'il y avait une forme de confusion entre données et informations. Et je me demande si il ne serait pas judicieux de remettre bien à plat les concepts de données, d'information et de savoir. Et par rapport à ce que l'Europe pourrait apporter dans les années qui viennent, on pourrait peut-être ressortir l'agenda de Lisbonne, dont je vous rappelle qu'il date de 2000, et qu'il avait comme objectif de faire de l'Europe la partie du monde en pointe sur la gestion des connaissances. Je ne sais pas si les organisations européennes se sont mises en état de pouvoir se donner à nouveau un tel objectif. Qu'en pensez-vous? Alors, 4 jokers, ou est-ce qu'il y a une réponse? J'ai l'impression que vous faites allusion aux autoroutes de l'information, l'époque Jospin et tout ça. C'est ça? Non? Oui, c'est ça. Non, mais on parle bien de la même chose. Bon, il a dû glisser dans le fossé, j'ai l'impression. Ouais.
C'est mon impression. Hein. Alors déjà, on peut se dire, même si il a mis du temps à arriver, ce règlement européen sur la protection des données, bon, il est là, et il y a d'autres sujets qui sont en cours de discussion, notamment sur le paquet de sécurité qui est en cours de discussion au Parlement. Donc, bon, il faut qu'il aboutisse un petit peu mieux que l'état où il se trouve en ce moment. À mon avis, il y a quand même pas mal d'amendements à faire pour qu'il soit acceptable, parce qu'il n'est pas, à mon sens, suffisamment ambitieux pour ça, mais au moins l'Europe parle, et ils ont un calendrier pour le coup qui est assez rapide et assez ambitieux sur le sujet. Et donc, alors ça fait seulement partie, c'est une partie des éléments, comme le RGPD, qui va permettre de faciliter et de fluidifier la gestion de l'information et de déployer la confiance numérique. Et là, le calendrier, c'est d'avoir un règlement sur le paquet cyber d'ici la fin de l'année. Bon, peut-être qu'on ne va pas y arriver, mais en tout cas, c'est très, très avancé dans les discussions. Merci Coralie. Bah, écoutez, je crois que c'est sur cette note positive du RGPD et de tous les textes qui vont suivre, parce qu'il y en a aussi notamment sur les données non personnelles, parce qu'il n'y a pas que les données personnelles dans la vie. C'est sur cette notion qu'on va arrêter les débats. Merci à tous nos intervenants. Merci mesdames et messieurs, et je passe la parole à Mélanie. Merci beaucoup, merci Guillaume, et merci à tous les quatre. Merci beaucoup.